bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre cette table ronde consacrée à l'affichage environnemental. Le 11 février dernier, Brune Poirson recevait 70 acteurs de l'industrie de l'habillement au ministère de la Transition écologique pour lancer les travaux de création d'un affichage environnemental et ou social dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, également appelée loi AGEC, qui a été promulguée en ce même jour. Composée d'une centaine de mesures, elle vise notamment à mieux informer le consommateur pour l'aider à faire de meilleurs choix. Pour le secteur de l'habillement, le gouvernement français souhaite donc ajouter un étiquetage environnemental aux vêtements, puisqu'aujourd'hui, la composition est la seule mention imposée. Cette décision n'est pas nouvelle, elle remonte au Grenelle de l'environnement de 2009 et s'inscrit dans un contexte européen depuis 2012. À l'image du Nutri-Score qui existe déjà pour les aliments, cette note ira de A pour les produits dont l'impact environnemental est faible à E pour les moins avancés en termes de responsabilité écologique. L'attribution de cette note repose sur 9 critères qui englobent tout le cycle de vie du produit, des matières premières à la fin de vie, en passant par la distribution, émissions de gaz à effet de serre, impact sur les ressources énergétiques, impact sur les ressources minérales, consommation d'eau, toxicité aquatique, eutrophisation, acidité dans l'eau, pollution photochimique et impact sur la biodiversité. Le détail de ces indicateurs, s'il n'apparaîtra pas sur l'étiquette, devra néanmoins être accessible à l'acheteur sur le site internet de chaque marque. Une première expérimentation volontaire a déjà été démarrée en 2018 par Decathlon, rejoint en 2019 par ID Group. Depuis 8 mois, ce sont désormais plus de 200 acteurs qui ont rejoint cette initiative qui doit s'achever à la rentrée 2021. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde numérique 4 intervenants impliqués dans ce projet. Avant d'en savoir plus sur la mise en œuvre de l'affichage, je vous propose un rapide premier tour de présentation. Marguerite de Rongeon, tu es cofondatrice de Clear Fashion, l'application qui souhaite répondre à la question « Que se cache-t-il derrière les vêtements que vous achetez ?» Peux-tu nous présenter en moins d'1 minute ton parcours, ta start-up et son rapport avec l'affichage environnemental? Alors déjà, bonjour à tous. Donc pour rapidement vous expliquer donc mon parcours et Clear Fashion. Donc moi de base, je suis ingénieure agro de formation, très intéressée par les sujets de développement durable. Et puis j'ai co-créé Clear Fashion avec Rim Trabelsi, mon associé, quand on a décidé de se pencher sur le secteur de la mode et qu'on a découvert à la fois le fort impact du secteur, les solutions existantes. On s'est rendu compte que pour nous, l'un des gros problèmes était qu'en tant que consommateur, on n'avait pas l'information au moment de nos achats. Il y avait peu d'informations. Quand il y en avait, on ne les comprenait pas forcément. C'était difficile de les comparer entre elles. On n'était pas sûr de pouvoir s'y fier de la neutralité de ces informations. Et puis, du coup, donc, en tant que consommateur, on avait du mal à faire des achats éclairés et on s'est aussi rendu compte que c'était sûrement un levier pour motiver les acteurs du secteur à s'améliorer. Donc, on a créé l'application Clear Fashion qu'on a lancée il y a 1 an, qui permet d'obtenir les notes des marques et des vêtements de votre choix avec des informations détaillées sur 4 thèmes, donc à la fois l'environnement et puis également les humains, la santé et les animaux. Et donc, pour faire le lien avec cette table ronde. Donc, vous l'avez compris, chez Clear Fashion, on travaille pour apporter de la clarté aux consommateurs. Et donc, Clear Fashion, c'est une solution qui est déjà adoptée par le secteur sur le sujet, puisqu'on a aujourd'hui plus de 150 000 utilisateurs et 300 marques évaluées, et qu'on peut déjà en fait tirer des enseignements de notre fonctionnement par les retours qu'on récolte. Et on pense en fait que ce travail d'information par les consommateurs qu'on pourra vraiment aller plus loin si jamais il y a un lien qui se fait entre les différents acteurs du secteur, qu'il peut y avoir de belles synergies, notamment avec le projet d'étiquetage environnemental des vêtements. Merci Marguerite pour cette présentation synthétique. Et puis on parlera après de l'étude que tu as déjà mentionnée à l'instant. Séverine Mareils, vous êtes responsable RSE chez ID Group, qui regroupe plusieurs enseignes. Pouvez-vous nous les énumérer et puis nous expliquer en quelques mots votre fonction au sein du groupe et puis le rapport avec la thématique de l'affichage?
Oui, donc je suis donc directrice RSE d'ID Group, donc qui reprend plusieurs marques de produits et de services. Donc les marques de produits, c'est OkID, Jacadi Paris, Oxybul Éveil et Jeux. Et les services, on a des services de crèche, par exemple, Rigolo comme la vie. Donc c'est un ensemble en fait de marques et de services au service d'un projet commun. We Act for Kids, donc entreprendre pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Et donc, ma mission au sein de l'entreprise, c'est de piloter l'ensemble des projets RSE. Et il y a des projets que je mène plus spécifiquement parce qu'ils nécessitent une expertise plus approfondie, comme celui de l'affichage environnemental. On a démarré il y a 5 ans maintenant sur le projet, enfin 4 ans et demi. Moi, en termes d'expertise, en fait, j'ai un master spécialisé en RSE développement durable. Il me semblait important, j'ai fait une thèse justement sur passer de l'intention aux actes. Donc, quand je suis rentrée dans le groupe, c'était vraiment pour faire en sorte qu'il y ait des actes et des preuves concrètes de l'engagement et de la mission de l'entreprise. Donc, voilà, je pense que l'affichage est vraiment une preuve d'engagement de l'entreprise. Et aussi un moyen, un levier de mobiliser les collaborateurs et notamment les personnes du produit autour du projet de l'affichage et donc autour d'une démarche d'éco-conception et également d'embarquer nos consommateurs pour qu'ils fassent des choix plus éclairés et qu'ils puissent, en connaissance de cause, acheter un produit ou un autre. Merci. Merci Séverine. Je vais passer la parole à Raphaël, qui est chez Decathlon depuis bientôt 10 ans, je crois. Hein. Et donc, vous occupez également le poste de responsable RSE. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de votre parcours et puis votre lien avec le sujet de l'affichage environnemental? Alors, bonjour à tous. Bon, déjà, je vais rectifier parce que vous m'avez donné une promotion. Je suis en charge uniquement du développement durable pour l'offre et la conception. Et ça m'occupe déjà pas mal. Donc, on accompagne tout un réseau de leaders développement durable dans les différents sports qu'on traite à Decathlon et dans des process industriels, donc, comme le textile, le métal, la plasturgie et tout ça. Et donc, on travaille tous les sujets de prise en compte de l'environnement. Et donc, j'ai failli aussi rechanger mon poste parce que pendant très longtemps, on a bossé que sur l'environnement. En termes de conception. Et depuis peu, on travaille actuellement sur le masque sportif pour pratiquer le sport et se protéger du Covid et protéger les autres. Donc voilà, c'est bien, je peux garder le côté développement durable du coup, je pense. Et voilà, donc engagé sur l'affichage depuis de nombreuses années. Et en fait, bon, j'en dirai plus après, mais en gros, l'affichage environnemental a permis d'être un peu un moteur sur toute la démarche environnementale pendant pas mal d'années. Et maintenant, il est en train de prendre une place parmi d'autres outils de l'environnement. Et voilà. Donc, on est hyper engagé. Merci Raphaël. Et pour en quatrième intervenant, j'ai le plaisir d'avoir Erwan Outret qui travaille à l'ADEME, à l'Agence de la transition écologique, anciennement Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et vous êtes coordinateur du pôle services et produits efficacité matière. Donc, pouvez-vous nous présenter succinctement votre rôle au sein de l'ADEME? Très bien, merci et bonjour à tous. J'ai envie de dire aussi que je suis très heureux moi, de voir le sujet de l'affichage environnemental au programme des Fashion Green Days. C'est un sujet qu'on porte et qu'on pousse avec les acteurs des entreprises, notamment depuis plus de 10 ans. Donc moi, mon rôle, finalement, je m'occupe d'éco-conception à l'ADEME. C'est un vaste sujet, depuis l'évaluation environnementale jusqu'à la communication environnementale. Je m'occupe aussi du sujet textile, linge de maison et chaussures, en lien avec les ministères et l'éco-organisme Refashion. Tout ça pour vous dire que sur le sujet de l'affichage, je ne suis pas tout seul, loin de là. Je voudrais notamment mentionner le nom des collègues qui forment l'équipe affichage environnemental ici, au sein du service produits efficacité matière. Donc Olivier Rétoré, notre expert sur les bases de données, et Fabienne Bennec, qui coordonne le programme affichage environnemental, qui est bien plus large que le programme sur les textiles.
Merci Erwan pour ces présentations. Je termine aussi pour me présenter aussi aux participants de cette table ronde. Donc moi je suis Thomas Ebélé, je suis cofondateur de Slow We Are, qui est le label de confiance de la mode responsable, et à travers lequel nous souhaitons promouvoir les enseignes sincèrement engagées pour une mode responsable et accompagner le consommateur également dans sa recherche d'information et de transparence. Alors, parmi les personnes qui suivent actuellement notre échange, de nombreuses personnes sont porteuses de projets ou responsables d'enseignes et souhaitent en savoir plus sur l'expérimentation actuellement en cours. J'ai donc demandé à Erwan de préparer un support que je vais vous partager pour faciliter ce point d'actualité et pour présenter brièvement le référentiel. Alors, je partage mon écran. Ce point d'actu. Très bien. Merci Thomas. Moi, je souhaitais commencer la table ronde en vous apportant des clés pour comprendre ce qu'est l'affichage environnemental et au-delà des clés, vous dire où nous en sommes aujourd'hui, 10 ans après le lancement des premiers travaux, et comment faire concrètement pour rejoindre cette expérimentation qui a été évoquée par Thomas. Alors, tout d'abord, l'affichage environnemental, c'est quoi? C'est tout simplement une note ABCDE qui est affichée sur les produits et services, qui est en rayonnage ou sur Internet, ou les deux, et qui est calculée, c'est ça qui est important, sur le cycle de vie du produit ou du service. Autre chose qui est également importante, c'est suivant un référentiel validé. Et là, on commence à voir la complexité du système. L'affichage est simple, c'est une note ABCDE, mais le référentiel soulève tout un tas de questions et de maîtrise et de compétences qu'on va évoquer maintenant. Alors, le repère est simple avec la marque qui a été déposée. Vous voyez le logo de la planète, vous voyez les notes ABCDE qu'il est possible d'afficher, donc différents formats possibles d'affichage. Ce que je voulais dire et qui est important, c'est que c'est un dispositif volontaire et qui répond à un double objectif. Le premier, informer les consommateurs, on vient de l'évoquer, sur les impacts environnementaux, pour engager, pour sensibiliser les acteurs sur une démarche de consommation responsable. Mais l'autre objectif, et c'est ça qui est intéressant avec le dispositif, ça incite également les fabricants et les distributeurs, ils seront là pour en témoigner, à améliorer la performance environnementale de leurs produits et services et pour encourager la production durable. Donc là, on est vraiment sur un outil qui permet aux metteurs sur le marché de passer à une démarche d'éco-conception. Alors, pour répondre à la question où nous en sommes, et on a dit que ça fait déjà plus de 10 ans, alors on ne va pas refaire l'histoire de façon trop longue ici, mais 2009, c'est le Grenelle de l'environnement et des premières expérimentations qui démarrent. Un jalon important, c'est la loi de la transition pour la croissance verte et son article 90 en 2015, qui parle déjà d'informations environnementales mises à disposition du consommateur. Et cet article dit notamment que les producteurs réalisant volontairement, on est toujours dans cette notion volontaire, une communication ou une allégation environnementale, sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits. Donc finalement, l'affichage qu'on a aujourd'hui, le ABCDE, c'est une traduction de cet article 90 de la LTE-CV de 2015. Un prédéploiement qui démarre, notamment dans le secteur textile, il y a 5 secteurs en tout qui sont partis en prédéploiement, donc par exemple l'ameublement, le tourisme, l'alimentaire et les produits électriques et électroniques. Et puis en parallèle, 2012, la Commission européenne qui lance également son programme Product Environmental Footprint, et on va voir qu'il y a un lien fort entre les deux dispositifs aujourd'hui. J'arrive très rapidement à la feuille de route économie circulaire, la FREC de 2018, juste pour dire que l'affichage environnemental fait partie des mesures phares, c'est la mesure numéro 7, qui dit qu'il faut déployer l'affichage environnemental volontaire des produits et services dans les 5 secteurs pilotes, donc ceux que je viens d'évoquer, et étendre ce dispositif volontaire à d'autres secteurs courant 2018. Donc aujourd'hui, on est dans la fin du prédéploiement, il s'est terminé l'année dernière. On est aussi en 2020 avec cette loi AGEC qui est entrée en vigueur le 11 février dernier et qui indique, et c'est l'encadré que vous avez en haut à droite de l'écran, à l'article 15, ça instaure officiellement un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire
Et il y a cette expérimentation de 18 mois dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui se terminera en août 2021. Alors, ce qui est important, c'est que l'expérimentation n'est pas une fin en soi, mais elle doit permettre d'établir un rapport pour le Parlement, et puis, suite à ce rapport, de jeter les bases d'un décret qui définira la méthodologie et les modalités d'affichage. Vous voyez à l'écran aussi le logo européen, donc le dernier mot sur cette diapositive, pour dire qu'au niveau européen, on a aussi un projet qui vient de démarrer et qui est structurant à l'échelle européenne, qui est de créer un référentiel pour les produits d'habillement et chaussures. C'est le PEFCR, Product Environmental Footprint Category Rules, et qui est, j'ai envie de dire, l'équivalent ou la suite logique finalement de cette expérimentation française. La France a été pionnière et reste pionnière sur l'affichage environnemental. On souhaite le rester et donc on contribue fortement à ce projet européen qui s'appelle PEF Apparel and Footwear et sur lequel on va, j'espère, revenir au cours de la table ronde. Alors, maintenant, pour dire concrètement ce qu'on peut faire et comment s'engager, on a décomposé le passage à l'affichage environnemental en 7 étapes qui sont à l'écran. La première étape pour l'entreprise, c'est l'étape de sensibilisation, où elle se documente, elle se renseigne avant de s'engager. L'engagement, c'est l'étape numéro 2. L'entreprise s'organise, définit son périmètre de produits. Est-ce que c'est 5% des produits de l'entreprise? Est-ce que c'est 100% des produits de l'entreprise? Elle met en place les outils pour calculer les notes. Et l'étape 3, ça va être le début de la collecte des données auprès des fournisseurs, auprès des usines, auprès des transporteurs, nécessaires au calcul environnemental. L'étape 4, ça va être justement ce calcul environnemental. Et pour le secteur textile, il y a 2 indicateurs aujourd'hui qui sont calculés, qui sont le CO2 sur le cycle de vie du produit et l'eutrophisation sur le cycle de vie du produit. Et une fois que ces 2 indicateurs environnementaux sont calculés, c'est le passage à la note ABCDE avec une règle d'isopondération. Une fois que l'entreprise a calculé ces notes, c'est presque fini, mais pas encore. Il faut garantir la validité de ces notes et la sincérité des notes qui ont été calculées. Et donc le passage par le délégataire de l'ADEME, dans le cadre d'une délégation de service public, l'ADEME cet été a retenu 3 délégataires pour vérifier les notes ABCDE et accorder le droit à l'entreprise d'utiliser les logos que je montrais tout à l'heure avec la planète bleue et les notes ABCDE. Et donc, suite à cette vérification par le délégataire de l'ADEME, l'entreprise peut communiquer ces notes aux consommateurs. Donc, on voit que c'est un parcours, l'idée est simple, hein, affiché ABCDE, et puis en décomposant le process, on rentre finalement dans un besoin de savoir-faire, un besoin de compétences et aussi un besoin d'accompagnement. Donc, le message que je voulais passer, c'est que il est possible d'avoir des subventions de l'ADEME pour les étapes à partir de 2, une fois que l'entreprise est engagée, pour éco-concevoir son produit et, dans le cadre d'une éco-conception, afficher les notes ABCDE aux consommateurs. Sur la diapositive, oui. Erwan, j'ai une première question d'Alex des 3 tricoteurs qui demande qui seront ces délégataires. Est-ce qu'on peut y répondre déjà maintenant ou est-ce qu'on garde cette question pour plus tard? Ah non, je n'ai aucun problème à répondre. Donc les délégataires, vous les trouvez hein, sur le site de l'ADEME. C'est AFNOR Certification, AM Valor et le CD2E. Très bien. Je passe à la slide suivante. Oui. Donc, avec ces 7 étapes, on voit que c'est un dispositif hein, sur lequel l'entreprise peut y aller dès à présent. Pas besoin d'attendre un feu vert ou quoi que ce soit pour s'engager. En complément de ces initiatives des entreprises, les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place 3 groupes de travail que je vais évoquer maintenant. Le premier, c'est un groupe de travail qui s'appelle Évolution des référentiels et groupe miroir français du projet européen PEF Apparel. Alors, il y a eu déjà un premier webinaire d'information le 29 juin dernier. Là, j'ai le plaisir d'annoncer en avant-première la date
la réunion plénière qui aura lieu le 13 novembre prochain. Ce groupe de travail est pour les entreprises qui sont engagées dans des démarches d'affichage environnemental au niveau français ou au niveau européen, et pour qu'on travaille ensemble à la construction de ce référentiel européen. C'est un travail qui est cadré dans le cadre du projet PEF Apparel, qui est un projet de la Commission européenne, et on souhaite vraiment développer une synergie et profiter du retour d'expérience français pour construire les référentiels appropriés au niveau européen, et puis aussi anticiper, garder cette longueur d'avance que j'évoquais. Le fait de faire partie de ce groupe de travail, ça donne accès aux référentiels, ça donne une possibilité de les manipuler, de les tester, de faire des études de cas, et donc être prêt lorsque la Commission européenne aura validé ces référentiels. Le projet du PEF Apparel, c'est un projet qui va durer 2 ans et demi, qui va se terminer en fin 2022. Et donc là, en ce moment, les référentiels se construisent et c'est le moment de rejoindre le groupe de travail pour les tester et contribuer à leur élaboration. Le deuxième groupe de travail qu'on a initié s'appelle Offre d'accompagnement des entreprises. Alors, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de bureaux d'études aujourd'hui qui sont en capacité de proposer un accompagnement aux entreprises. Ça peut être compliqué, ça peut être compliqué pour une entreprise seule d'aller sur de l'affichage environnemental. Il y a une notion d'expertise, il y a une notion de maîtrise des référentiels et des bases de données. Et donc, on a rassemblé les bureaux d'études pour leur demander de préparer une offre générique qui pourrait être commune à l'ensemble des entreprises qui souhaitent s'engager sur l'affichage environnemental. Donc, c'est un accès privilégié, finalement, que pourront avoir les entreprises qui souhaitent se lancer et initier une démarche d'affichage environnemental. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'ADEME, vous parlez de mes 2 collègues au tout début de l'échange, ce ne sera pas l'ADEME qui va vous accompagner sur l'ensemble des étapes 2, 3, 4, 5, et les bureaux d'études sont aussi en capacité de répondre à cette demande. Et le dernier groupe de travail qui est prévu s'appelle Application Information Consommateur. C'est tout simplement parce qu'on anticipe des notes ABCDE sur un nombre important de produits de différentes marques, et il y a une attente des consommateurs d'avoir de l'information qui est partagée, et pour simplifier finalement la vie du consommateur, plutôt que d'aller sur tel et tel site ou faire le tour de chacun des magasins, avoir directement accessible l'ensemble de ces informations, quelle que soit la marque. Ça passe par un développement de bases de données et les développeurs d'applications. Donc, je suis ravi que Clair Fashion soit aussi autour de la table pour cette table ronde, parce qu'on souhaite mettre en commun ces notes ABCDE. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà des notes ABCDE, c'est aussi avoir accès aux indicateurs d'impact. C'est une demande de la Conférence citoyenne pour le climat d'afficher les indicateurs CO2, notamment sur le cycle de vie. Donc, ce serait une excellente réponse de pouvoir afficher ces indicateurs CO2, mais pas que, enfin, tous les indicateurs calculés aux consommateurs. Donc, voilà ce que je voulais dire en plus du franchissement de ces 7 étapes. Participez, enfin rejoignez les groupes de travail si votre profil correspond finalement aux travaux qui seront réalisés. Donc, en synthèse, la diapositive suivante montre un petit peu le périmètre de chacun de ces groupes. Donc, le GT accompagnement des bureaux d'études accompagne les entreprises de l'étape 1 à l'étape 7. Le GT référentiel va accompagner les entreprises plus sur les étapes 3, 4, 5 pour qu'on ait une convergence, une synergie entre le référentiel français et le référentiel européen en construction. Et puis, la partie pour les développeurs d'applications, c'est plutôt pour l'étape 7 de communication, de faciliter l'accès à l'information du consommateur. Alors, pour terminer, et sans rentrer trop dans le contenu technique, mais tout ça est accessible sur le site Base Impact de l'ADEME. Derrière, c'est quoi, enfin, comment ça marche, quel est le moteur ou quel est le socle technique de cet affichage environnemental? Alors, ça repose sur plusieurs choses. Déjà, les principes généraux et le cadre méthodologique pour tous les secteurs, c'est le référentiel BPX 30323.
Ensuite, la base impact, c'est la base de données générique développée et gérée par l'ADEME, donc depuis cette dizaine d'années pour faire cet affichage environnemental. Et puis, il y a ensuite des référentiels sectoriels, donc articles d'habillement, on aurait pu mettre aussi chaussures, il y a un autre référentiel sectoriel pour les chaussures. Et une fois que vous avez les principes, la base et les référentiels, il vous manque juste l'outil de calcul, qui peut être soit un outil interne, par exemple celui développé par Decathlon, Raphaël pourra peut-être en témoigner là, tout à l'heure, ou des outils qui ont été développés par exemple par Cycleco ou le bureau Code Veritas, EIME, et qui sont utilisés par les industriels. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, on a dans le référentiel article d'habillement deux indicateurs d'impact qui sont émissions de gaz à effet de serre et eutrophisation pour la pollution de l'eau. Merci Erwan pour cette présentation succincte mais complète et j'invite ensuite tous les participants qui voient en direct ou ceux qui verront la version podcastée de cette conférence. On vous mettra les documents et les liens à disposition et puis vous pouvez déjà aller consulter le site de l'ADEME pour en savoir davantage. Voilà, donc on va pouvoir continuer sur maintenant, commencer vraiment les échanges. Raphaël, je voulais commencer par vous parce que vous me disiez que pour Decathlon, l'affichage environnemental, c'est un outil qui accompagne cette démarche d'éco-conception. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mise en œuvre? Oui. Alors, déjà, je suis très content de pouvoir témoigner de la démarche. Parce qu'en fait, on est venu de l'éco-conception pour aller à l'affichage. Donc, on avait une démarche où vraiment on essayait de faire une analyse du cycle de vie très qualitative à la base. Et puis, petit à petit, on s'orientait vers le quantitatif. Et en fait, ça nous a permis, avec l'affichage, d'aller mettre ces informations qu'on avait chez nous à disposition du client. Et du coup, en le donnant au client, ça nous a forcé à aussi être plus exigeants dans la conception de nos produits. Donc ça, on a vraiment fait ce mouvement de l'éco-conception vers l'affichage pour augmenter notre éco-conception. Donc là, on a actuellement 3500 produits qui ont une note environnementale. C'est 90% de notre textile. On a encore du travail à faire pour aller chercher des nouvelles catégories de produits. Ça, c'est un gros challenge. La chaussure, on en parlait juste avant, c'est encore assez limité. Mais aussi, nous, on a le vélo, on a pas mal d'autres typologies de produits. Donc, on a des évaluations, mais il faut qu'on passe ce cap de fournir l'information carbone aux clients. Donc, on a le ABCDE et ça vient maintenant s'additionner d'une communication plus globale sur l'environnement, sur expliquer aussi l'éco-conception. En fait, le ABCDE permettait de répondre à un besoin très direct de savoir si c'est mieux ou moins bien. Mais derrière ça, le besoin suivant, c'est de comprendre et de savoir pourquoi celui-là, il est mieux noté que celui-ci et un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on est vraiment en train de construire cet escalier pédagogique et ce complément d'information. Très bien, merci. Séverine, pour vous, la démarche d'éco-conception est aussi importante. Elle fait partie de votre ADN de marque, de groupe et aussi, vous me disiez, de mission d'entreprise. Et depuis l'été dernier, il y a déjà 500 produits qui profitent de cet affichage, mais ça fait aussi plus de 5 ans, donc on ne remonte pas seulement à 2019 pour mettre ça en œuvre. Donc, depuis ces 5 ans, comment ça le sujet a, on va dire, émergé et puis comment ID Group en a pris corps et met cela en œuvre. Alors, j'ai envie de dire, au démarrage, c'était plus un travail d'expert, c'est-à-dire déjà de s'approprier la méthodologie, de la comprendre, de mise en œuvre. Et après, une fois qu'on a commencé à vraiment mieux appréhender les outils, il a fallu embarquer. Et je dirais embarquer d'abord la direction et embarquer, donc on a embarqué même nos actionnaires dans le sujet, les actionnaires, la direction, pour pouvoir après embarquer les équipes produits
Et il nous semblait, et tout le monde finalement a validé le fait d'aller vers 100% de produits affichés, dans la mesure où en fait ça nous donnait une donnée qui était mesurable et qui permettait de faire en sorte de se dire est-ce que la décision que je prends en éco-conception est bonne ou pas. Alors c'est là où on voudrait que ça évolue encore parce qu'on se rend compte parfois que nos choix de conception ne sont pas visibles dans la note environnementale et dans l'affichage. Et donc, on sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir, et même à faire améliorer la méthodologie pour faire en sorte que l'ensemble de ces améliorations soient visibles dans la notation. Mais pour nous, on veut vraiment qu'à terme, ça soit un outil de la décision qui nous permet de dire telle solution, si je prends un système de délavage par rapport à un autre système de délavage, lequel je dois privilégier par rapport à son impact environnemental. Je prends un exemple comme ça volontairement plus précis pour dire c'est vraiment important pour nos équipes parce qu'il y a pas mal d'approches marketing dans ce qu'on peut nous proposer chez les fournisseurs, de se dire est-ce que la proposition que le fournisseur me fait est une proposition de communicant ou une vraie proposition qui amène un impact environnemental plus positif pour la planète. Donc, voilà, moi, ce que je voudrais dire sur l'affichage, en tout cas, c'est l'avantage majeur que je voyais et aussi le fait de pouvoir embarquer donc, les fournisseurs, ce qu'on disait tout à l'heure, les équipes produits qui aujourd'hui croient réellement à l'intérêt de l'affichage et les équipes magasins. Parce qu'en fait, c'est un projet qui, pour une fois, sur la mesure de l'impact environnemental, englobe toute la chaîne de production, du fournisseur jusqu'au distributeur, jusqu'au vendeur en magasin, qui va pouvoir expliquer lui aussi. Et donc, on va devoir aussi former les vendeurs pour qu'ils puissent dire, tiens, là, on a un A parce que, et là, on a un E parce que. Donc, c'est là où on va avoir encore, pour moi, de la complexité, c'est pouvoir former toutes nos équipes de vente à expliquer le pourquoi le A et le pourquoi le E. Très pertinent comme remarque. Raphaël, pour vous qui avez déjà, je crois, 87% du textile est déjà concerné par l'affichage environnemental. C'est ça, on a même dépassé les 90%. Et donc, j'imagine que ça va aussi un challenge pour les équipes, non pas que de conception, mais comme le disait Séverine, d'expliciter et puis d'informer le consommateur. Alors, déjà, juste en conception, ça nous a permis, en faisant l'affichage, en fait, de aussi éviter de développer des mauvaises solutions. Donc ça, c'est un peu aussi la démarche analyse du cycle de vie. Parce que 90% des matériaux qu'on avait identifiés sur le marché n'étaient pas meilleurs, alors qu'ils étaient revendiqués comme plus green. Donc, parmi les 100, sur 100 matériaux qui nous étaient mis à disposition de fournisseurs, quand on faisait le filtre de l'ACV, on en évacuait 90%. Donc ça, c'est hyper fort parce que le temps que vous passez à concevoir des mauvais matériaux, vous ne passez pas à éco-concevoir correctement. Et après, sur les vendeurs, ça, c'est une énorme démarche à faire. En fait, il faut vraiment que ça infuse toute la culture d'entreprise et que ça se voit de l'amont jusqu'à l'aval et que les vendeurs soient en capacité de l'expliquer, de aussi faire des choix de gamme en fonction de ça, donc de mettre en valeur plus les produits avec une meilleure note. Et on voit petit à petit, ça prend place. Et dans d'autres pays aussi, où ils commencent à choisir leur gamme en fonction de ça, de donner plus d'espace dans le magasin aux produits éco-conçus. Nous, on commence à animer fortement le chiffre d'affaires des produits éco-conçus. Donc, des produits qui ont une note A ou B, ou alors qui ont une démarche qualitative qu'on a définie. Et donc, on a différents pays qui s'orientent sur une augmentation de leur chiffre d'affaires de la sélection des gammes jusqu'à dans le magasin. Ok. Moi, j'avais une question pour Marguerite. Du coup, tu me disais quand on préparait cette table ronde que c'était un bon moyen de motiver les marques. Et vous avez réalisé une étude d'impact sur les marques. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques résultats? Parce que je pense que pour des marques déjà engagées comme Decathlon et Okaïdi et d'autres anciennes du groupe, c'est limpide, mais je pense que Clear Fashion et voulant être aussi ce levier, quels sont les ressentis, quels sont les résultats de cette étude?
Alors, avec plaisir pour partager quelques éléments de cette étude qui est du coup rendue publique sur notre site. Vous pouvez aller la voir. Donc, pour parler de l'impact qu'on observe auprès des marques, en fait, il est très lié aussi à ce qu'on observe auprès des consommateurs. Donc, je vais parler du coup des consommateurs avant de parler des marques. Donc, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on observe vraiment un fort engouement auprès des consommateurs et donc des personnes qui aujourd'hui utilisent notre application, puisqu'on l'a lancée il y a 1 an et qu'en 1 an, on a donc plus de 150 000 utilisateurs qui sont venus sans aucune publicité. Voilà, ils utilisent aujourd'hui l'application et qu'on observe déjà un changement des habitudes de ces utilisateurs. Un changement aussi de la perception de leur perception sur certaines marques ou certains produits, pas uniquement lié au niveau à la performance environnementale ou sociale, mais aussi lié au degré de transparence des acteurs et au fait que les marques soient prêtes à jouer le jeu. Donc, c'est vrai qu'on voit des utilisateurs qui, à la fois, sont déçus que certaines marques ne soient pas prêtes à donner certaines informations et d'autres qui, au contraire, sont rassurés par le fait que les marques soient prêtes à répondre à leurs demandes d'information. Et puis justement, donc c'est vrai que sur Clear Fashion, en fait, l'information commence par la demande des consommateurs, enfin nos utilisateurs, puisque eux-mêmes demandent le référencement des marques et qu'on se rend compte d'ailleurs qu'ils sont nombreux à utiliser l'application, pas uniquement pour avoir les informations, mais justement pour demander de la transparence et des informations. Donc c'est vrai que depuis le lancement, on a eu plus de 200 000 demandes d'évaluation de marque par les utilisateurs depuis l'application. Et donc, tous ces éléments-là vont jouer sur, du coup, ce qu'on observe du côté des marques, puisque donc, depuis le lancement, là, on a désormais près de 300 marques qui sont évaluées. Dont la moitié d'entre elles environ ont participé. Donc, les marques qui ont participé, ça veut dire quoi? C'est des marques qui acceptent de répondre à nos demandes d'informations, à renseigner des informations sur leur chaîne de production, leurs pratiques, leurs fournisseurs. Et donc, on observe là qu'on arrive d'une part à toucher tout type de marques, donc ce qui est très positif. Parmi les marques qui participent, il y a à la fois des marques internationales, des marques plutôt de luxe, des marques premium, des marques mass market ou encore des jeunes marques engagées. Et puis, ce qu'on observe en termes d'impact pour ces marques qui rentrent dans la démarche, c'est d'une part que souvent, avant ce travail pour pouvoir transmettre de l'information, les a poussées à faire un état des lieux de là où elles en sont. Et c'est déjà un élément qui nous a été retourné comme très bénéfique pour les acteurs qui ont participé. Et puis aussi, Séverine parlait tout à l'heure du sujet d'embarquer la direction. Et nous, en fait, on se rend compte que les consommateurs sont un levier très fort pour ça. Quand on est capable de se dire, voilà, il y a tant de personnes qui ont demandé à ce que vous apportiez des informations sur vos pratiques, vos produits, c'est un impact très fort pour motiver la direction et puis également motiver l'ensemble des collaborateurs à travailler sur ces sujets-là. Et donc, pour les marques qui ont été référencées au début du lancement de l'application, il y en a certaines qui nous ont dit que ça leur avait déjà permis suite soit à la demande d'information qu'on avait faite ou alors à une volonté d'améliorer leur score, ça leur a permis en fait de convaincre pour qu'il y ait potentiellement un budget ou des personnes qui travaillent sur ces sujets-là et parfois pour certains déjà de mettre en place certaines actions. Merci Marguerite. Du coup, je voulais repasser la parole à Séverine. Vous aviez réalisé une étude, je ne sais plus, je crois que ça devait être en 2018, si j'ai bien noté, et qui vous demandiez un petit peu au niveau des attentes des consommateurs, et puis l'environnemental n'était arrivé qu'en 4e position. L'esthétique, le prix et la qualité étant les indicateurs plus importants à l'époque pour le consommateur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a vraiment une prise de conscience et puis que si on refaisait l'étude, est-ce que l'environnement remonterait, arriverait peut-être en première position? Effectivement, oui, on avait réalisé une étude pour voir quel était le levier d'achat d'un consommateur. Et avec déception, on avait vu que c'était le 4e critère de choix du consommateur. Sachant que c'est logique, l'esthétisme, si le produit n'est pas beau, on ne va pas l'acheter.
Le prix, bon, voilà, qui passait quand même avant l'environnement et la qualité. Donc, la durabilité de manière un peu détournée. Je pense qu'il y a effectivement un éveil des consciences. Je pense on pourra peut-être en parler avec les autres, mais pour moi, il y a vraiment le confinement et la période du Covid a aussi accéléré la prise de conscience des consommateurs sur déjà le tri du trop. Je pense qu'on a tous fait le tri pendant la période de confinement. On a peut-être été surpris du nombre d'articles qu'il y avait chez nous. Donc, je pense que malgré tout, il y a une accélération de la prise de conscience. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'après le déconfinement, et finalement, est-ce que les gens ont retenu la prise de conscience qu'ils avaient eue pendant cette période, ou est-ce qu'on va revenir à une accélération de la consommation? Voilà, pour le coup, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il y a quand même un éveil des consciences. On se rend compte en termes d'expertise, comme ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine, sur l'aspect environnemental, il y a une vraie montée en compétences des personnes, quel que soit leur métier. Il y a une vraie volonté de connaître, de savoir. Moi, j'ai des collaborateurs de tout service qui viennent me voir en me demandant tiens, le t-shirt qu'on a fait là, est-ce qu'il est si bien que ça? Regarde, moi, j'ai vu telle incohérence, ou à ta place, j'améliorerais ça. Et donc, on sent que quel que soit le service, ils travaillent en informatique, ils travaillent au montage des vidéos, ils travaillent en magasin. Il y a vraiment, en fait, je pense en tout cas, une montée en compétences du tout à chacun. Et vous visez pour le groupe 100% de matière bio et recyclée. Est-ce que vous pensez justement que cette crise du Covid va faire que les choses vont s'accélérer, vont pouvoir aussi vous aider à atteindre plus facilement cet objectif? Alors, l'atteinte de l'objectif, c'est un investissement. Après, moi, ce que j'aimerais noter, c'est une augmentation des ventes de ces produits-là par rapport aux produits qui sont toujours faits de manière conventionnelle. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a aussi des freins esthétiques. Si je prends le coton recyclé, par exemple, il n'a pas la même finition que du coton conventionnel ou coton bio. Donc, je pense qu'il y a aussi à travailler sur l'apparence de l'article. Et donc… Raphaël, je pense que là-dessus, vous pouvez aussi peut-être réagir. Bon, le critère esthétique, je pense qu'il est important, mais il y a aussi un critère technique qui est important chez Decathlon. Effectivement, les deux points sont très importants sur l'usage, garantir la qualité d'usage, les propriétés. Donc ça, c'est la base. Donc nous, on a mis ça comme un seuil de notre définition d'éco-conception. Donc on a travaillé ça avec la qualité et en fait, on vise à, même si on utilise des matériaux green, justement, s'ils le sont, entre guillemets, il faut qu'ils soient au même seuil standard qualité que les autres, voire justement, on va même viser maintenant à une durabilité différentielle. On va mettre en valeur l'aspect durabilité comme axe d'éco-conception. On va beaucoup plus le valoriser. Et donc, on est en train de caractériser en ce moment sur une quinzaine de typologies de produits, avec beaucoup de collaborateurs vraiment engagés. Et sur le design, là, du coup, on essaye de vraiment toucher cette population pour les investir, parce qu'ils arrivent vraiment à challenger notre façon de faire de l'éco-conception et d'apporter l'environnement aux clients. Et ça, c'est vraiment canon. On a vu des produits évoluer totalement sur leur design en intégrant ces caractéristiques. Et en fait, pour faire en sorte que ça soit plus le balisage qui apporte cette valeur, mais que ça soit le produit lui-même. Et ça, c'est un énorme challenge pour que ça se voit, pour que ça soit, mais positivement. Et notamment, on a des procédés où on va teindre en mettant les pigments directement dans le fil, donc on évite les gros bains de teinture. Et il y a certaines couleurs qu'on va avoir plus difficilement et tout ça, et donc on doit le travailler dès l'amont. Mais par contre, quand on le travaille avec les designers, de cette problématique, eux, ils vont en trouver un avantage et ils vont travailler différemment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment intégrer tout le monde dès le début. Vous me disiez aussi, Raphaël, qu'il y avait une grande dimension collaborative.
Et j'aimerais bien aussi, du coup, qu'Erwan puisse interagir aussi avec vous là-dessus parce que ça vous aide, mais ça aide les autres aussi. Ce qu'on essaye de faire en fait depuis de nombreuses années, nous, on est parti d'un point où on avait une base de données, des façons de faire, des outils internes et tout en interne, notre propre visuel. Donc, on a réussi à faire un visuel commun avec toute la filière. La base de données, on a réussi à agrémenter la base de l'ADEME pour qu'elle réponde aussi à nos besoins et qu'il soit partagé avec tout le secteur. Et grand bravo à ce qu'ils ont fait, parce que là, on est vraiment en train de créer les communs tous ensemble. Derrière, il y a les référentiels, c'est très compliqué, mais on arrive à avoir des référentiels communs. Et avec Séverine, on s'est coordonné pour avoir des échelles qui sont comparables et des produits qui deviennent comparables et qui, en tout cas, parlent de la même façon. Et ça, c'est super important. Derrière nous, on avait le challenge de sortir de l'outil interne avec un autre outil et sortir ce calcul environnemental. Et du coup, ça, on est en train de le faire. On a accéléré en intégrant et maintenant, on sort cette partie calcul pour que d'autres puissent calculer plus facilement aussi et qu'en fait, ça devienne aussi dans le futur un commun. L'objectif, c'est d'avancer tous ensemble et puis après d'aller challenger notre secteur et puis d'aller bouger les industriels, aussi un peu challenger des fois nos consommateurs qui vont avoir peut-être certains des actes de consommation un peu rapides, un peu voilà, qu'on va devoir accompagner avec la réparation, avec la seconde main. C'est pas toujours évident à amener dans une culture de consommation qui était un peu facile à la base. Donc, mais des beaux challenges et puis grâce à Erwan, on avance. C'est compliqué, c'est pas facile tous les jours, mais ils font un super job et en plus on leur donne pas les moyens. Donc chapeau à l'ADEME pour leur travail. Erwan, je vous laisse réagir. J'ai vu aussi que vous avez pu répondre à une question, donc merci sur la partie ACV. Donc, pour les autres participants, vous pouvez aussi aller dans la rubrique Q&R pour questions et réponses pour poser vos questions. Oui, je réagis dans le sens de Raphaël. Évidemment, on a besoin de travailler ensemble. Pour moi, c'est une évidence. Aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir un sujet qui est porté au niveau politique. Pas plus tard qu'hier, on était encore avec le cabinet de Barbara Pompili qui réaffirmait l'importance du sujet environnemental et social autour de l'affichage. J'ai envie de dire que si le sens là est tracé, on ne va pas revenir en arrière pour moi sur ce besoin. Donc on s'engage. On est encore loin d'avoir atteint l'objectif. J'entendais parler de 300 marques engagées, c'est trop faible. Pour moi, c'est toutes les marques qui doivent être engagées. On est encore sur un dispositif qui est volontaire. Est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, il va être réglementaire à l'échelle européenne? On est dans cette phase de transition où on n'est plus où les outils existent, où ils ont été développés, où ils ont été mis en œuvre, où on a un retour d'expérience. Donc cette première étape, elle est passée. Maintenant, le challenge, c'est de se mobiliser à grande échelle pour que rapidement l'ensemble des acteurs arrivent à proposer aux consommateurs un affichage qui répond aussi qui éclaire vraiment ses choix. Donc, ce que je voulais dire, c'est que public-privé, consommateurs et l'ensemble des acteurs doivent être partie prenante de cette expérimentation. On a beaucoup les acteurs privés. On a besoin d'avoir aussi dans cette expérimentation le retour des consommateurs pour que le dispositif ne soit pas juste une usine à gaz, mais que ce soit vraiment quelque chose de plus pragmatique et que l'enjeu, c'est baisser l'impact environnemental de la filière textile. Donc, on a besoin d'avoir de la preuve que mettre en œuvre, que faire cet investissement finalement est couronné de succès et pour qu'on arrête de parler de la pollution textile dans 5 ou 10 ans. On a une question, je vous l'adresse à Erwan, je pense que ce n'est pas évident d'y répondre facilement. Une personne qui nous demande, Nicolas qui nous demande, quid des marques de mode dites responsables mais plus petites avec de moins de moyens, de notation parallèle avec une version allégée aux plus jeunes marques. J'aimerais juste rappeler qu'aujourd'hui, on est dans l'expérimentation, donc il n'y a pas
rien n'est imposé aujourd'hui. Et je pense que c'est un bon moyen de faire aussi appel à ces plus petites marques de participer à cette expérimentation. Bien sûr, on en a besoin. Toute taille. Donc, rejoignez l'expérimentation, faites-vous connaître. Si on a mis en place ces référentiels, c'est aussi pour éviter de faire ce qu'on appelle dans le jargon une ACV sur chacun des produits. Donc, une analyse de cycle de vie, c'est long et ça consomme beaucoup de temps et d'argent. Donc, on passe à un référentiel qui reste encore compliqué. Le référentiel européen se veut aussi le plus complet possible. Mais il faut qu'on intègre de plus en plus de PME et le maximum de PME dans l'expérimentation. C'est une réelle attente. Et nous, on est prêt à discuter avec toutes les PME dans le cadre de cette expérimentation. Parce que la crainte de Nicolas, c'est que ce soit l'apanage des grandes marques qui ont les capacités financières. Mais j'imagine qu'on réfléchit. Il y a un accompagnement de l'ADEME pour cette expérimentation, me semble-t-il. Et Oui, l'ADEME l'ADEME est souvent connue pour ses subventions. Donc là, ça ne fait pas exception. On peut subventionner des entreprises qui ont un projet d'éco-conception et qui utilisent l'affichage environnemental. Je n'ai pas parlé du plan de relance, mais le plan de relance, effectivement, est aussi à destination des PME. Et il y a une ligne de 20 millions d'euros qui est prévue pour accompagner les entreprises, les PME, dans leur démarche d'éco-conception. Donc, l'affichage environnemental est un excellent outil pour les accompagner. Merci, Erwan. Raphaël, il y avait un autre sujet aussi, enfin toujours en lien avec l'affichage environnemental, mais pour vous, c'était aussi un levier pour relever de nouveaux enjeux comme la biodiversité? Oui, alors du coup, en partant de l'affichage et des indicateurs, en fait, là, dans les prochaines étapes, il y a donc travailler des nouveaux produits, travailler des nouveaux enjeux. Donc, on a la biodiversité qu'on commence vraiment à s'approprier au niveau de Decathlon. Donc, travailler sur nos magasins, sur comment avoir une empreinte biodiversité meilleure. Comprendre ce que c'était aussi la biodiversité au tout début, parce que c'était assez complexe. On a mis un peu de temps sur le climat et là, on se l'approprie beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est-à-dire aussi notre capacité maintenant à absorber des nouveaux enjeux au point de vue stratégique et à les redescendre dans des actions concrètes est beaucoup plus rapide qu'avant. Et on a aussi, on travaille maintenant donc, sur l'affichage. On va additionner donc, un aspect climat, donc ces nouveaux enjeux, et puis on va bien additionner la capacité à le réparer, comment accéder à des solutions de réparation, de durabilité et beaucoup plus de transparence. Et Clear Fashion nous a bien challengé là-dessus et nos clients aussi. Et on continue à évoluer là-dessus, sachant qu'on reste dans un milieu très concurrentiel avec des acteurs qui ne sont pas toujours fair-play sur le business. Notamment en Chine, quand on se fait copier des magasins complets, c'est un peu compliqué. Donc, de donner une liste de fournisseurs, mais il y a des trucs très pratico-pratiques. Donc, il faut trouver des solutions et répondre aux attentes tout le temps. Alors, on a plusieurs questions, mais qui se recoupent un petit peu. J'invite tous les participants effectivement à aller voir sur le site de l'ADEME Agir pour la transition, que vous soyez une marque qui a envie d'intégrer le groupe d'expérimentation, sinon de revoir aussi le début de cette conférence si vous n'avez pas pu assister au début. Une question sur la visibilité des informations supplémentaires. On a une remarque, si on compare au domaine alimentaire, la tendance est à regarder le Nutri-Score en lieu et place de la composition des aliments. Est-ce que cette méthode éco-conçue, elle est accessible en termes de prix ou est-ce que c'est réservé à une niche? Bon, ça, c'est toujours les questions un peu rhétoriques sur la mode éco-responsable. Est-ce que vous pensez que déjà par rapport à l'expérimentation qui a été mise en place, est-ce qu'on voit déjà que l'affichage environnemental, quand il est disponible sur le produit, est-ce que c'est un vrai levier d'action? Est-ce que vous avez déjà des retours sur vos expérimentations respectives? Je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris la question.
donc, par rapport aux vêtements, parce que la composition, on parlait du Nutri-Score, les gens peuvent plus facilement se fier au Nutri-Score sans forcément regarder la composition. Pour un vêtement, la composition, elle est importante pour, on va dire, l'utilisateur averti sur les matières, mais quand on compare deux produits quasiment identiques, forcément, la matière et la façon dont la matière a été travaillée, elle va avoir une incidence sur l'affichage environnemental, mais aussi le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà avoir un premier retour entre deux produits quasiment identiques la note A va forcément être un petit peu plus chère que la note B? Est-ce que c'est un levier aujourd'hui pour le consommateur? Vas-y, je t'en prie. Marguerite, tu voulais répondre? Oui, ouais, alors moi, c'est plus lié à ce qu'on observe via Clear Fashion, puisqu'on a fait donc, comme le disait Thomas, une étude d'impact pour voir l'impact, entre autres, des scores qu'on attribue sur les pratiques des consommateurs et puis des marques. Et on observe parmi les consommateurs, donc il y a plus de la moitié de nos utilisateurs qui ont arrêté, ont en fait passé leurs achats de certains, qui ont transvaser, on va dire, leurs achats de certaines marques ou certains produits qui n'étaient pas forcément bien notés vers des marques ou des produits bien notés. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on observe auprès de nos utilisateurs, qui sont des utilisateurs a priori sensibles à ces enjeux-là, voilà, on observe en effet que ça a un impact direct sur leurs achats. Après, c'est toujours difficile de suivre l'écart entre ce qui est déclaré et ce qui est fait réellement en magasin. Donc, il y a potentiellement des différences là-dessus. Thomas, moi, j'ajouterais quand même en complément, venant du secteur à la base alimentaire, parce que je travaillais chez Auchan, il y a quand même une différence entre l'alimentation et la notation de Nutri-Score et le projet d'affichage environnemental du textile, qui est quand même de dire le consommateur dans son acte d'achat alimentaire, il est centré sur son bien-être et son équilibre alimentaire. Et donc, la notation, elle va avoir un impact en disant si j'achète du chocolat, c'est pire que si j'achète des légumes. Donc, il voit directement l'impact sur sa propre santé. Alors que dans ce qu'on a sur l'affichage environnemental, c'est l'analyse de l'impact environnemental exclusivement. Alors après, quand on aura les substances chimiques, peut-être qu'on pourra faire un lien santé et affichage environnemental, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, le consommateur, quand on regarde aussi les analyses, tout à l'heure, il y avait Hélène de chez Greenflex juste avant, il y a les études Ethicity qui sont intéressantes sur le consommateur, qu'est-ce qui l'intéresse réellement, et on regarde le bien-être, la santé, c'est la préoccupation numéro 1 du consommateur. Donc, sur l'alimentaire, pour moi, le lien, il est facile à faire. On aura plus de mal à changer les comportements, et donc je pense que c'est plutôt... Ça doit nous aider, nous, à nous changer, à nous transformer, à essayer d'aller vers les méthodes les plus vertueuses possibles pour créer une norme de marché qui soit différente. Et donc, sans culpabiliser le consommateur, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment à nous de tous tendre vers le A pour faire en sorte que le marché ait évolué et été transformé, et puis avoir une offre qui ne soit que éco-responsable. Quand on prend sur les modèles, 100% de matière éco-conçue. Et pour moi, l'affichage est un outil pour tendre vers la transformation de notre secteur d'activité sans culpabiliser le consommateur de son acte d'achat. Et je voyais après compatibilité prix, il y avait une offre compatibilité prix et affichage. Pour moi, un produit qui est respectueux de l'environnement n'est pas toujours plus cher qu'un produit qui ne l'est pas, en fait. Nous, en moyenne, sur l'ensemble des produits, c'était 2% moins cher au global. Et donc, ça veut dire qu'on a absorbé totalement les surcoûts des matériaux nouveaux, donc un peu plus compliqués et parfois un peu plus chers. Donc, on l'a absorbé totalement. Donc, ça aussi, ça travaille la marge, donc ça met la pression sur le commerce. C'est très challengeant. Après, un élément pour les plus commerçants de chez vous, qui sont autour de la table, dont on a fait une boutique spécialisée éco-conception.
Et le taux de transformation, c'était la troisième page la plus visitée du site de vente et qui génère beaucoup de trafic. Et le taux de transformation est passé de 2,28 sur une boutique conventionnelle à 5. Donc, on a fait plus de x2 en taux de transformation. Et quand vous êtes commerçant en ligne, je peux vous dire que c'est une sacrée différence. Et par contre, le panier moyen est un peu plus faible parce qu'en fait, on a de l'éco-conception uniquement sur des produits textiles et les produits textiles sont moins chers que la moyenne de nos produits. Donc, ça se retrouve aussi sur le panier. Donc, on doit éco-concevoir plus largement pour offrir des produits éco-conçus dans les différentes typologies de produits, puis continuer à augmenter l'offre. Très bien. Je vous remercie. Je suis obligé de clôturer cette table ronde qui est passionnante et qu'on pourrait encore faire durer des heures. En tout cas, en guise de conclusion, c'est un outil à destination des marques, mais aussi à destination du consommateur. Et c'est très bien aussi, Raphaël, que vous ayez pu partager ce contre-pied que l'éco-conception permet in fine de faire des économies. Donc, c'est bien une chose à retenir et donc un bon moyen d'encourager les marques. Et du coup, si je peux demander juste une chose aux personnes qui sont là, on a 150 personnes qui sont actuellement là dans la visio. Si chacun de vous met un avis sur un produit Decathlon en demandant de l'environnement, ça peut aider. Donc, si vous voulez de l'environnement, demandez-le aux marques. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous pour cette passionnante table ronde et puis à très bientôt, j'espère.